Je ne sais pas si vous avez vu quand même récemment là, on marche quand même sur la tête en France. On a Donald Trump qui encense Monsieur Raoult, qui autorise la chloroquine, et on a les autorités françaises qui font tout pour, pour diaboliser Monsieur Raoult. Et Oui, on est vraiment, c'est incroyable, quoi. non, mais ça prouve que nos fonctionnaires et nos responsables politiques n'ont pas d'esprit scientifique. Voilà, Parce que on est toujours dans une doxa, une doctrine qu'il faut répéter et on ne comprend pas ce qu'est la science. Mais vous savez qu'il y a aussi un combat entre groupes médicaux, entre, par exemple, les responsables médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur ont prétendu que ce que proposait M. Raoult, c'était de la fake news et qu'il ne fallait pas aller... parce qu'à Marseille, ils font du dépistage gratuit pour tous les cas, même fébriles, de coronavirus. C'est Mhm. contre les directives du gouvernement français qui préconise de ne pas faire systématiquement du dépistage. Monsieur Raoult le fait gratuitement à Marseille, contre l'avis Mhm. des autorités. Et on a une partie du corps médical qui essaye de diaboliser aussi Raoult en prétendant que ce sont des fake news, qu'il ne faut pas suivre Raoult. Il y a vraiment une division à ce niveau-là. Non, mais je pense que c'est le symptôme du malaise de notre civilisation. Euh, les pays européens, depuis le XXe siècle, attachent une grande importance à la science. Mais maintenant, la science, ça n'est plus un processus de connaissance, c'est devenu une doctrine. Alors, bon, dans cette doctrine, les travaux nouveaux n'ont pas de place. Mais c'est très curieux, ça veut dire que c'est un retour à une pensée dogmatique comme il y en avait au XVIIe siècle, par exemple. Donc Oui. bientôt, on va brûler des sorcières. Oui, oui. Oui, oui, vous avez totalement raison. On retrouve la reproduction de ce qu'on a vu dans le passé, dans des époques reculées. On a de manière sophistiquée, on a affaire au même phénomène et aux mêmes réactions. Et alors là, pour vous le dire de manière particulière, en bas de chez moi, ce matin, deux personnes qui revenaient de faire les courses se sont fait verbaliser. J'ai filmé, j'ai discuté avec l'agent parce qu'ils n'avaient pas d'attestation. Vous savez qu'aujourd'hui en France, il faut pour tous vos déplacements, parce qu'il y a un confinement total qui a été décrété, il faut que Oui, vous oui. imprimiez une attestation comme quoi vous allez faire vos courses. Mais on marche sur la tête. La personne avait son sac de courses plein, je veux dire. Et le policier, on voit que c'était des personnes qui roulaient pas sur l'or. Il les a verbalisées 30 euros parce qu'elles n'avaient pas imprimé et signé elles-mêmes l'attestation comme quoi elles allaient faire des courses. Je veux dire, on est quand même dans de Non. l'absurde là. Non, non, on est dans un système de propagande qui a une explication très simple. Lorsque vous faites une attestation comme ça, on vous demande de la faire sur un formulaire officiel. Si vous faites une déclaration toute simple sur un papier, ça n'aura pas le même effet. Vous faites ça sur un formulaire officiel. Vous vous engagez, vous signez. Bien sûr, ce formulaire n'a aucune valeur puisque c'est simplement, ça consiste à cocher une croix. Mais comme vous êtes engagé, il vous est difficile après de dire que tout ça, c'est de la mise en scène. L'objectif, c'est de vous convaincre de l'utilité de la mesure qui a été prise. Or, je le répète, cette mesure de confinement n'a pas de raison médicale. C'est une mesure qui vise à gérer les hôpitaux. C'est deux choses complètement différentes. Bah, moi, ce matin, j'ai vraiment eu l'impression que c'était comment dire, un chantage, une prise d'otage un peu des gens. Et j'ai plus vu, moi, l'aspect un peu pathétique, un peu absurde de la chose, parce que c'est une attestation que vous signez vous-même. Je l'avais là, Oui, pendant que vous parliez, oui, je peux oui. lire. Il y a J'ai l'éducation. téléchargé, Ah, j'ai vu ce vous que la connaissez? c'était. C'est, Oui, c'est- c'est- et ce que je vous dis, c'est que c'est un processus qui est typique de la propagande. Dans la propagande, il y a une première étape où on fait des fausses nouvelles,
et une deuxième étape où on doit engager les gens dans une action pour les forcer à ne pas revenir en arrière. Parce que quand vous êtes uniquement dans la fausse nouvelle, vous avez encore la capacité de réfléchir. Mais quand vous avez signé que vous participez à cette mascarade, vous ne pouvez plus réfléchir. En tout cas, la plupart des gens ne peuvent plus. Donc, vous savez, Joseph Goebbels a théorisé cette chose-là. Et on l'a vu revenir dans les comportements en Occident depuis 2001, à l'occasion du 11 septembre, mais plus encore à l'occasion de la guerre contre l'Irak. Le président George Bush, le fils, a envoyé des équipes du Parti républicain aux États-Unis faire du porte-à-porte en Floride et expliquer, en Floride et au Texas, expliquer aux gens que l'Irak de Saddam Hussein allait leur envoyer des missiles avec des gaz et qu'ils allaient mourir comme ça. Donc ils devaient calfeutrer les portes et les fenêtres chez eux. Bon, quand vous avez une équipe qui passe comme ça chez vous, vous dites oui, bien sûr, allez, allez. Et vous les raccompagnez à la porte. Mais s'ils reviennent 2 jours plus tard et qu'ils vous disent ah, vous n'avez toujours pas fait ça, mais c'est très grave, bon, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre et vous allez mettre du scotch autour de votre porte. Et quand vous avez fait ça, vous avez une grande difficulté à dire à vos enfants mais c'est stupide, Saddam Hussein, il n'a que des scuds. Ça risque pas d'arriver aux États-Unis. Et de toute manière, il n'a pas de gaz pour ses scuds. Donc, quand on a conditionné les gens comme ça, après, on a pu faire cette guerre sans qu'ils protestent. Et il a fallu attendre des mois pour qu'on dise mais ici, il n'y a pas de gaz, tout ça, c'est inventé. Comprenez que c'est une décision extrêmement grave d'avoir obligé les gens à imprimer cette attestation qui ne sert à rien et qui n'a aucune valeur juridique. Si vous faites une fausse attestation, on ne peut pas vous poursuivre. On ne peut pas. Mais alors, parce que vous faites bien, vous parlez de la période George Bush. À la fin de la première partie que nous avons enregistrée, on était en train de mettre en relief que certains dirigeants, donc vous avez fait, par exemple, vous disiez, vous aviez rédigé le discours d'Ahmadinejad concernant le 11 septembre. Oui. Vous aviez contribué. Je n'ai pas rédigé le discours même, mais j'ai aidé à sa rédaction. Oui, beaucoup. En fait, il y a 2 parties dans le discours. C'est intéressant parce qu'il y a certains dirigeants dans le monde qui ont contesté ce 11 septembre et qui ont critiqué le comportement américain. Mais pour la majorité de l'Occident, on a complètement laissé faire et on n'a pas été capable de critiquer, de remettre en cause le comportement des Américains. Au contraire, les gens s'y sont pliés. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'ère de Bush et de Blair, initiée par Bush et Blair après le 11 septembre avec la guerre en Irak, on a vu, ça a été poursuivi par l'ère Obama, une multiplication des comportements qui se mettaient en contravention de la loi internationale. On a vu des prisons américaines qui étaient totalement illégales se multiplier dans le monde, avec, en parallèle de ça, une multiplication des laboratoires bactériologiques dispersés dans le monde. Hein, et vous avez une connaissance approfondie de cet aspect de ces prisons illégales. Et aussi peut-être pour le côté bactériologique, je ne sais pas, mais en tout cas pour les prisons, vous avez une expérience certifiée dessus. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce phénomène? Donc d'abord, il faut avoir en tête que le rapport qui a été publié aux États-Unis par la synthétiste Feinstein, c'est un rapport qui porte uniquement sur les prisons secrètes de la CIA en Europe. Le rapport n'aborde pas la question de Guantanamo. Pourtant, Guantanamo, tout le monde sait que ça existe, mais ça n'est pas le sujet de cette étude. Et surtout, elle n'a eu le droit de publier ce rapport qu'en prenant l'engagement de ne pas parler du plus important, qui était la mise en détention illégale de 80 000 personnes sur des bateaux de débarquement, des bateaux à fond plat, qu'on avait transformés en prison. Donc, les personnes qui ont été enfermées là ont subi une forme de torture qui visait
à modifier leur comportement selon le principe des romans de l'histoire de Jason Bourne. Eh bien, on ne sait pas combien de personnes réagissent correctement à ce type de torture. Mais même si vous n'avez que 1% de ces gens-là, sur 80 000 personnes, vous vous rendez compte le nombre de djihadistes que vous pouvez manipuler. Et vous savez que la totalité des dirigeants de Daesh est passée par ces prisons. Donc, on ne sait pas s'ils ont suivi l'entraînement qu'on leur a donné, et voilà, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, ou s'ils ont pris d'initiative, on ne sait pas. Mais il est possible, tout à fait possible et tout à fait raisonnable de penser que ces gens ont été conditionnés pour commettre les crimes qu'ils ont commis par la suite. Vous voulez dire que c'est un perfectionnement des programmes MK Ultra de la CIA? Absolument. C'est la continuation de ces choses-là, telles que le professeur Martin Seligman, qui était le président de l'association des psychologues aux États-Unis, l'a théorisé. Le professeur Seligman a travaillé à partir des travaux qui avaient été faits pendant la guerre de Corée et qui montraient comment les autorités en Corée du Nord avaient réussi à retourner quelques prisonniers de guerre des États-Unis. Le professeur Seligman qui vous a d'ailleurs, qui a essayé qui a essayé de se retourner contre vous, qui a essayé de, soi-disant, vous porter plainte, mais ça n'a pas marché, évidemment. Oui, ça n'a pas fonctionné. En fait, j'avais publié une étude à ce sujet en Russie, je ne sais plus quand, hein, mais au moment où cette affaire est sortie, avant la sortie du rapport de Mme Feinstein. Hein. Et par la suite, quand le rapport de Mme Feinstein est paru, quelqu'un a traduit en anglais ce que j'avais écrit. Et donc là, ça a été un drame aux États-Unis, à l'intérieur de l'association des psychologues, où on exigeait la démission du professeur Seligman, tout ça. Mais lui a voulu me faire un procès, il m'a envoyé ses avocats, etc. Mais finalement, tout ça, il n'a pas été capable de poursuivre. Parce que vous aviez exposé publiquement quel comportement de M. Seligman en particulier? Non, bon, moi je disais qu'il travaillait pour la CIA, ce qui a été admis après. Et j'expliquais qu'il avait été à Guantanamo. Il n'y a pas de preuve qu'il ait été à Guantanamo, même si il est clair que ce qui s'est passé à Guantanamo était sur ses instructions. Excusez-moi, attendez, j'éteins ça. Donc voilà, est-il allé personnellement à Guantanamo ou pas? Moi j'affirme que oui, lui prétend que non. Et il prétend que les psychologues qui ont mené ces expériences à Guantanamo se sont certes inspirés de ses travaux, mais les ont très mal compris. D'accord. Mais vous, vos certitudes, c'est qu'il a participé, qu'il a bénéficié de ce qui s'est passé à Guantanamo en réalité. Je pense que c'est lui qui a dirigé les choses à Guantanamo. Ah, carrément dirigé les tortures et les recherches de modification du comportement. D'accord. Oui, ok, oui. D'accord. Là, ça devient plus clair. Parce que, oui, ces tortures sont fondées sur le fait que, à un moment donné, une personne considère que quoi qu'elle fasse, ça va continuer. Quoi qu'elle dise et quoi qu'elle fasse. Et donc, à ce moment-là, elle se laisse aller et elle n'oppose plus aucune résistance. Donc, dans cette période, on peut inculquer dans son cerveau des comportements. Donc, il faut d'abord avoir rendu la souffrance terrible pour ces gens-là.
Alors, vous nous parlez de 80 000 personnes qui ont été emprisonnées illégalement, qui auraient subi des tortures et sur qui on aurait exercé une forme de contrôle mental et on aurait fait des tests. Est-ce que aujourd'hui, on sait qu'on a un cas en Pologne de ces camps, de ces prisons illégales. La Pologne a été dénoncée pour avoir abrité un de ces camps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez à peu près le nombre de ces prisons illégales dans le monde? Alors, écoutez, moi, je ne m'en souviens pas, mais le sénateur Marty, en Suisse, a rendu un rapport à ce sujet pour le Conseil de l'Europe. Alors, vous trouverez tout dans son rapport. Et est-ce que vous savez si c'est en nombre de centaines, en dizaines ça se chiffre non, à peu près? Ce sont quelques dizaines. Non, ce sont quelques dizaines. Quelques dizaines. Et pour le secteur bactériologique et ces laboratoires de bactériologie, est-ce que vous en savez aussi un peu? Est-ce que vous avez des informations dessus? Parce qu'on sait qu'en Géorgie, ils ont testé par la grippe porcine, le laboratoire américain avait testé sur des gens, il y a eu des morts sur la population. Est-ce que vous connaissez d'autres exemples? Oui. Et non, mais cette grippe porcine qui a commencé en Géorgie, elle existe actuellement en Belgique, où les troupes US qui étaient en Géorgie sont allées sur une base américaine en Belgique, et juste à côté de cette base américaine a démarré l'épidémie de peste porcine en Belgique. En Belgique, d'accord, on a été coupé. Oui. D'accord. Mais est-ce que, outre ce cas-là, vous connaissez à peu près la propagation de ces laboratoires et leur dispersion? Non, je ne sais pas. D'accord. Parce qu'on sait que, par exemple, Vladimir Poutine, et c'est peut-être lié, avait expliqué que les Américains, sur le sol russe, étudiaient spécifiquement, par des campagnes de recensement, le gène spécifique des Russes. Donc il y a toute une histoire. Et Poutine disait que les Russes étaient prêts à faire face. Est-ce que vous pouvez développer un peu cet aspect-là? Parce que finalement, ça se recoupe. Alors, l'idée que les États-Unis ont eue par le passé, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais par le passé, les États-Unis, Israël et l'Afrique du Sud de l'apartheid ont ensemble mené des recherches pour trouver une maladie qui puisse atteindre uniquement les Noirs et les Arabes. Donc ça, c'est attesté, notamment dans le rapport du comité Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud au moment de la chute de l'apartheid. Ces expériences ont été dirigées par le docteur Walter Balson, qui était le médecin personnel du chef de l'État, en fait. C'est lui qui a dirigé ça. Et elles ont été menées dans un pays d'Afrique de l'Ouest, mais je ne sais plus lequel, pays où on démarrait successivement une vingtaine d'affections virales particulières qui ont toutes démarré dans de 20 km autour de cette base, de ce laboratoire. Un périmètre de 20 km autour de ces bases et les foyers d'épidémie sont déclenchés à cet endroit-là. Exactement comme en Géorgie, finalement. Avec oui, mais ça ne nous dit pas. Attention, ça ne nous dit pas si ça a été fait volontairement ou pas. Hein, mais voilà, je constate. Vous savez, c'est au même endroit où il y a eu le virus du VIH, le virus de l'Ebola, etc. Tout ça au même endroit. C'est quand même étonnant. Hein. Parce que moi, j'avais comme information cette histoire des campagnes de vaccination au Congo belge contre la polio prodiguée par un médecin américain juif d'origine polonaise qui s'appelle Hilary Koprowski, qui avait couplé les défenses immunitaires des reins de singe avec les défenses immunitaires de l'homme, ce qui avait induit le syndrome d'immunodéficience. Mais vous ne partez pas de ces informations. Là, vous en avez d'autres qui sont additionnelles par rapport à ça. Moi, j'ai des informations purement politiques. Je me base sur des rapports officiels. C'est tout. Mais je ne suis pas du tout un expert en matière biologique, hein. Je ne connais rien à ça. Par contre, je connais beaucoup les questions politiques et je sais que certains États ont mené des expériences comme celle-là. Et je sais que certaines maladies sont apparues
juste à côté du laboratoire qui menait ces expériences. Mais est-ce que vous auriez, pour nous permettre de mieux cibler, un nom d'un professeur ou d'un médecin, d'un scientifique qui est particulièrement impliqué? À l'époque, le professeur Walter Basson, enfin le médecin, c'était pas un professeur, Walter Basson, ouais, il a été condamné dans son pays pour ça. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est passé, mais vous savez, ces gens-là, c'est comme Mengele ou Sasakawa, hein, ce sont des gens qui ont fait des expériences assez traumatisantes autour d'eux. Hein. Mais vous dites qu'il a été jugé, mais dans quel pays? En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, parce que sa nationalité était. Oui, D'accord, c'était en Afrique du oui, Sud. D'accord. oui, Ok. oui, oui. Mais Alors, il travaillait pour le compte de l'Afrique du Sud et de l'État d'Israël, alors dirigé par Yitzhak Rabin, qu'il a reçu, et des États-Unis. ah d'accord, bah oui, il faut d'accord, parce que ça c'est intéressant de le préciser, parce qu'on peut retrouver des interconnexions assez récurrentes en réalité. On Vous parlait. savez, il y a beaucoup d'États qui font des choses interdites, mais comme ils ne veulent pas assumer ce qu'ils font, ils le font sous-traiter par d'autres États. Et l'Afrique du Sud sous-traitait toutes sortes de choses que personne ne veut assumer. Oui, mais c'est intéressant parce que quand on dit qu'il y a des interconnexions qui se répètent, bon, on peut parler du fait que les Anglais avaient pour habitude de propager des virus dans les tribus indiennes lors de la colonisation de l'Amérique, mais on sait aussi que les Anglais ont devancé les nazis dans l'invention des camps de concentration modernes avec les Boers, et ça se passe en Afrique du Sud. Vous avez un peu une historique de ce qui s'est passé dans une période des siècles passés en Afrique du Sud et un comportement des Anglais, par exemple? Non, en fait, les Anglais ont créé les camps de concentration modernes, effectivement, en Afrique du Sud, mais ils ont continué ça par la suite. Et pour eux, au début, il ne s'agissait pas d'exterminer des populations. Simplement, s'il y avait des morts, ils s'en moquaient complètement, hein, ça ne les intéressait pas. Euh, Ils ont cependant continué à massacrer massivement certains des peuples qu'ils colonisaient, et ils ont volontairement, ils ont procédé à des génocides dans certains cas, notamment après la Seconde Guerre mondiale au Kenya avec les Mau Mau. D'accord, oui, c'est ce que vous disiez, parce qu'on parlait du malthusianisme, et on disait que le mari de la reine d'Angleterre avait tenu en Suisse un discours auprès de compagnies d'assurance comme quoi il voulait être incarné en virus mortel pour régler le problème de surpopulation. Et on se rend compte que finalement l'Angleterre peut-être abrite en son sein, par celui notamment qui a créé l'écologie, un mouvement qui porte ce rapport de régler la surpopulation avec des virus. Hein, c'est pas. C'est une question idéologique. Les Britanniques ont connu, au moment de leur guerre civile, ils ont connu le malthusianisme. Malthus, c'était je sais plus, je pense que c'était un pasteur de je ne sais plus quelle église, mais ce monsieur constatait qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient ruinés et que lui, en tant que chrétien, devait leur porter secours. Mais il y en avait tellement qu'il se sentait dépassé et qu'il disait qu'il fallait trouver un moyen pour réduire cette population. Donc les malthusianistes ont toujours expliqué que les ressources de la Terre sont limitées et que nous avons l'obligation de les économiser. C'est cette théorie qui a amené, par exemple, le docteur Kissinger à expliquer qu'il fallait utiliser l'arme de la faim pour régler des problèmes dans différents pays, et il l'a fait. Il a affamé des populations pour régler ces problèmes, ou cette théorie qui a permis encore d'expliquer que le pétrole la suite passer à un autre mode de production d'énergie, mais vous voyez que c'est faux
puisque aujourd'hui, le pétrole, avec la loi de l'offre et de la On a subi quelques coupures. Vous disiez qu'on nous a fait croire qu'il y allait avoir une pénurie de pétrole pour justifier d'aller vers de nouvelles énergies et que finalement, ça n'était pas exact. Non, ça n'est pas exact. Vous avez des coupures assez fréquentes. Est-ce que vous sentez des tremblements? On entend un espèce de tremblement, comme s'il y avait quelque chose qui... Alors, c'est parce qu'il y a ici une coupure d'électricité et nous sommes passés sur une batterie, en fait. Ah d'accord, parce que vous subissez des problèmes en ce moment en Syrie vu du contexte géopolitique? La Syrie ne peut pas importer de combustible pour ses centrales électriques. Et elle ne peut pas exploiter son propre pétrole parce que les États-Unis l'en empêchent. Donc il y a un problème de fonctionnement. Extrait voilà, mais il n'y en a pas assez. Et donc, on pratique au minimum 4 heures de coupure dans la journée. 4 heures de coupure dans la journée. Parce que, en parallèle de ça, j'ai vu que les Iraniens se plaignaient du fait que les Américains, malgré le fait que l'Iran soit fortement touché par en proportion, hein, par le coronavirus, les Américains accentuaient leurs sanctions sur l'Iran. C'est quand même incroyable. Je pense que cette information est incomplète parce que dans les derniers jours, beaucoup de choses ont changé et les États-Unis ont fait livrer par les Émirats arabes unis à la Syrie 2 très gros avions de matériel médical. Oui, alors, la Syrie, c'est une chose. Je parle de l'Iran. Hein. De l'Iran, oui, je voulais parler de l'Iran, excusez-moi. D'accord, donc vous voulez dire qu'ils ont assoupli leur politique en Iran, et ceci alors même qu'il y a un différend territorial sur la possession de certaines îles dans le Golfe, un différend territorial entre ces deux États. Pourtant, les Émirats arabes unis viennent de livrer des médicaments à l'Iran. D'accord, donc en violation de l'embargo US. Ce que vous voulez dire, c'est que ce discours des autorités iraniennes sur les sanctions contre les entreprises iraniennes par les Américains, alors qu'il y a cette épidémie de coronavirus, sont datés et en fait sont remplacés par l'assouplissement récent des autorités américaines. Alors cet assouplissement n'est pas officiel puisque rien n'est officiel de ce qui se passe actuellement dans cette région et que aucun élément nouveau n'est transmis en Occident alors qu'il y a des bouleversements terribles. Mais c'est pas grave, c'est quand vous vous réveillerez à la fin de votre confinement que vous aurez la surprise. D'accord. Et alors, pour revenir un peu sur cet aspect George Bush, Tony Blair, vous qui avez écrit le livre 11 septembre, l'effroyable imposture, vous êtes bien placé pour savoir qu'à partir du 11 septembre, il y a une accélération de lois liberticides, de multiplication donc, de ces prisons illégales, de ces laboratoires bactériologiques. Et le laxisme au niveau international par rapport à ça était une sorte de blanc-seing et a consisté à permettre à des gens à se croire tout permis finalement. Et pour la France, on voit que Sarkozy et Hollande se sont inscrits dans ce courant initié par les États-Unis. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire par rapport à ce comportement malsain qui s'est décuplé depuis le 11 septembre? Est-ce que vous pensez que si on ne revient pas sur le 11 septembre, on ne remettra pas en cause ces comportements déviants? Oui, alors, d'abord, le livre que j'écris sur le 11 septembre, il y avait 3 parties. Seule la première partie parle des attentats. L'essentiel du livre est ailleurs. L'essentiel du livre, c'est la deuxième partie sur les mesures de contrôle social qui commençaient déjà. Et donc, j'expliquais que ça allait devenir très important. Et la troisième partie sur la guerre que les États-Unis avaient livrée en Afghanistan, et je disais qu'ils allaient étendre cette guerre partout dans le monde. Bon. Donc, ce que l'on a vu depuis, hein, enfin tout au moins au Proche-Orient. Donc, lorsque j'ai publié ce livre, le président Chirac a demandé
à la DGSE de vérifier le contenu de ce que je disais. La DGSE a envoyé un formulaire à un grand nombre d'ambassades dans le monde pour leur demander des confirmations. Puis elle a rendu un rapport dans lequel, je n'ai pas vu le rapport, mais il m'a été expliqué par des responsables de la DGSE, et de nombreux diplomates m'ont dit avoir rempli ce questionnaire. Donc, le rapport disait qu'il n'avait pas trouvé d'erreur dans mon livre, mais qu'il ne pouvait pas pour autant valider certaines choses que je disais. Voilà, mais il n'avait pas trouvé d'erreur. Bon. Alors, le président Chirac, à ce moment-là, a réagi en prenant une distance vis-à-vis des États-Unis. Puis, lorsqu'il y a eu la guerre contre l'Irak, il a refusé de s'engager dans cette guerre. Donc ça, c'est une politique particulière. Par la suite, quand le président Chirac a eu son accident cérébral et qu'il s'est cependant maintenu encore 2 ans au pouvoir et qu'il a laissé Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy se déchirer publiquement, à ce moment-là, il y a eu un glissement. Et lorsque l'on a élu Nicolas Sarkozy, celui-ci, on ne le savait pas à ce moment-là. Moi, je l'ai su juste quand c'était fini, en fait. Mais celui-ci avait été élevé, lorsqu'il était adolescent, par le second mari de la 3e femme de son père. C'est un peu compliqué, mais donc il avait été élevé par ce monsieur à New York. Et ce monsieur est une des personnes les plus importantes au sein de la CIA. D'accord. Donc, ce monsieur l'avait soutenu et lui avait permis d'accéder jusqu'à l'Élysée. Je ne sais pas comment il s'y est pris, mais c'est clair de toute manière qu'il avait pris cet engagement très, très en avance. Quand il était adolescent, d'en faire un président français. Lorsque Nicolas Sarkozy s'est trouvé au pouvoir, il a bien entendu mis en œuvre toutes les demandes des États-Unis. Mais c'était un homme intelligent. Et donc, quand il a vu qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, il les a arrêtées. Il s'est engagé dans la guerre en Libye à la demande des États-Unis, mais identiquement en Syrie. Mais quand il a vu qu'en Syrie, ça ne marchait pas, il a retiré les forces spéciales françaises qui étaient présentes illégalement sur le territoire syrien. Après ça, parce qu'on ne voulait plus de Sarkozy, on a élu le président Hollande était le porte-parole de ce que dans l'histoire française on appelle le parti colonial, c'est-à-dire un groupe de pression. Ce n'est pas un parti politique, mais une forme de pensée qui vise à défendre des intérêts coloniaux. Donc la personnalité la plus célèbre dans l'histoire française de ce parti colonial, c'est Jules Ferry, un autre socialiste. Jules Ferry qui est allé coloniser aussi bien la Tunisie que la Chine. Et on l'appelait le Tonkinois, Jules Ferry. Donc quand François Hollande est arrivé au pouvoir, la première cérémonie qu'il a faite, ça a été pour placer son mandat sous les auspices de Jules Ferry. On a cru que c'était parce que Jules Ferry est associé à l'école laïque et obligatoire. Mais il faut comprendre que cette école laïque et obligatoire, Jules Ferry ne l'a conçue que pour former des soldats pour la colonisation. D'ailleurs, on disait que les instituteurs de l'école de Jules Ferry, c'était les hussards noirs de la République. Les hussards, c'est-à-dire c'était des soldats. Il s'agissait de former des soldats pour la colonisation. Ça n'a aucun rapport avec l'idée que nous nous faisons aujourd'hui. Et quand il a fait ça, il a été combattu par de vrais républicains. Bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, après François Hollande, nous avons élu
l'homme qui pensait printemps, Emmanuel Macron. Celui-ci n'est pas un produit de la banque Rothschild comme on le raconte facilement. Celui-ci a été soutenu financièrement par un homme qu'il connaît depuis longtemps, M. Kravitz, aux États-Unis, qui est un spécialiste de comment dire, rachète des entreprises en faillite, il les vend par morceaux. Bon. Donc, à Wall Street, on dit de M. Kravitz que c'est le barbare qu'on a laissé rentrer dans les milieux financiers. Et c'est cet homme qui a soutenu Emmanuel Macron, qui emploie aujourd'hui le général Petraeus, l'ancien directeur de la CIA, et c'est cet homme qui a financé directement le Daesh ici en Irak et en Syrie. Donc voilà, ce monsieur Macron a évidemment continué la politique de François Hollande, mais non pas dans l'intérêt de certains industriels français, mais dans l'intérêt de ce monsieur Kravitz et de son ami, là, le directeur de BlackRock, puisque maintenant ils sont tous ensemble. Ah oui, ce qui explique le problème des retraites, là, des Français qui sont captés par le groupe BlackRock, ça ne vient pas de nulle part, effectivement. Oui, oui. Alors, par contre, voilà, ce que je voulais dire, c'est que si personne ne remet en cause le comportement de George Bush, de Tony Blair, et donc après, de ce que ça a initié chez Sarkozy Hollande, on ne peut pas véritablement attendre de rectification des dérives qu'on voit aujourd'hui avec les lois liberticides. Il me semble que les prisons illégales n'ont pas été fermées, que ces laboratoires bactériologiques n'ont pas été remis en cause correctement. Et on peut penser même qu'aujourd'hui, ce qu'on voit avec ces nouveaux virus de laboratoire, ça fait partie d'une stratégie. On rappelle quand même qu'il y a pas mal de vaccins qui sont avec des effets comme la narcolepsie. On peut se poser la question s'il n'y a pas une intention. On parlait des programmes ECA-Ultra et des tests sur les gènes. On peut se poser la question si ça ne fait pas partie d'une stratégie où on cible les gens pour quelque part en faire des zombies dociles. Écoutez, c'est normal de se poser cette question, mais pour le moment, il n'y a pas de réponse. Et je vous invite à la fois à être très vigilant et vous poser toutes ces questions, mais surtout, n'allez pas trop vite dans les réponses. D'accord. Vous préconisez d'avoir le plus d'éléments possible pour pouvoir arriver à ce type de conclusion. C'est tout à fait naturel. Moi, je lance des hypothèses. Je lance des hypothèses parce que je pense que ça permet aux gens de rester alertes quand même, de se poser ces questions plutôt que d'être flottant, ambigu et de se dire « Ah, c'est pas possible ». À un moment donné, si on met les pieds dans le plat, je pense que c'est quand même plus utile. Non, vous partagez pas ce point de vue ? C'est tout à fait utile de se poser ces questions. Je vous encourage à vous poser ces questions. Parce que on en parlait. Vous m'entendez ? Ces questions. Mais je vous mets en garde contre le fait de tirer trop vite des conclusions qui peuvent se tromper sur les vraies finalités de tel ou tel aspect des choses et qui peuvent mettre en cause à tort certaines personnes au lieu de certaines autres. Ah oui, d'accord. Parce que mais vous quand même, vous êtes au courant un peu de ce qu'on a vu avec les Georgia Guidestone, avec des indices laissés par certains groupes élitistes qui ne se cachent pas, les fresques de l'aéroport de Denver. C'est pas comme si ces gens n'étalaient pas leur projet au public. À un moment donné, il y a quand même un comportement qui joue un peu au jeu du chat et de la souris quand même. Ça vient pas de nulle part. Sans aucun doute. D'accord. Et vous êtes quand même pour qu'il y ait des poursuites envers George Bush, Tony Blair ou même François Hollande et Sarkozy éventuellement. Parce que là, s'il doit y avoir des poursuites, oui, mais s'il doit y avoir des poursuites, elles doivent avoir lieu dans le pays de chacune de ces personnes. Si les États-Unis font un procès à George Bush, ce sera parfait. Si les Britanniques, au lieu de faire une commission, se saisissent du rapport de la commission et jugent
Tony Blair, ce sera parfait. Et si en France, on juge Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, ce sera parfait. Mais je ne crois pas à une justice internationale. Je pense que une justice internationale, c'est pire que tout. Alors, donc, Monsieur Messon, mais vous parlez du 11 septembre ou de la guerre en Irak quand vous dites ça? Des deux. Parce qu'il ne me semble pas que Milosevic ait été jugé en Serbie. Mais non, il n'a pas été jugé en Serbie, bien sûr. Mais pourquoi Milosevic devrait être jugé au point de vue international alors que le comportement qu'on pourrait reprocher à Bush, Blair, Sarkozy, Hollande est exactement ce qu'on a reproché à Milosevic? Oui, eh bien, à mon sens, Milosevic n'aurait pas dû être jugé du tout. Alors donc ça, c'est une chose. Et je constate que le tribunal international qui l'a jugé, ça a duré 2 ou 3 ans. On a absolu de démontrer la moindre des accusations qu'il avait portées contre lui. Donc il a fallu à la fin assassiner cet homme dans sa propre cellule, ainsi que l'ont expliqué les dirigeants russes. Il a été assassiné au sein même du tribunal de La Haye. Bon, et voilà, on a fermé le dossier de cette manière, mais on n'a jamais prouvé qu'il était responsable des crimes dont on l'avait accusé. Et il y a quand même eu plus de 2 ans de procédure. Donc pour vous, Milosevic est innocent, il n'aurait pas dû être jugé internationalement. Et si des gens qui sont vraiment coupables de ce qu'on a, ce que je veux dire par là, dans le même cadre d'accusation qu'on a fourni contre Milosevic, alors ça doit être fait nationalement et pas internationalement. Absolument. D'accord. Okay. Je pense qu'on doit aider les États nationalement à s'organiser. Mais vous savez, le vrai problème de tout ça, c'est que il faut changer les mentalités dans chaque pays. Pourquoi aux États-Unis on ne juge pas George Bush? Eh bien parce que les gens sont d'accord avec ce qu'il a fait. C'est tout. Oui, d'accord. D'accord. Majoritairement, vous pensez que les gens sont d'accord avec cette mentalité, ce qui fait que c'est pas possible d'avoir un procès. Absolument. Et je ne vois pas pourquoi on jugerait uniquement une personne alors que ce sont des États qui ont mis les choses en jeu. Vous savez, moi je ne crois pas qu'une personne toute seule peut faire une guerre. Oui, mais il y a quand même un groupe de personnes qui sont identifiées. Dick Cheney a eu un rôle très important, Donald Rumsfeld probablement bien également. Sûr. Et Israël, qui a appuyé ces comportements également, a fourni des politiciens qui sont impliqués là-dedans également, quoi. Sans aucun doute. Donc, il faut juger les gens qui ont dirigé ces choses-là, mais il faut les juger avec les lois de leur propre pays, devant des juges de leur propre pays. Pour moi, c'est ça le travail à faire. Mais ce qu'on fait à travers les tribunaux internationaux, et personnellement, j'ai participé au statut de Rome qui a créé le TPI, donc je peux le dire d'autant plus facilement. Je pense que c'est une erreur d'avoir fait ça, parce que dans la pratique, on a vu que cette Cour internationale ne faisait que rendre la justice des vainqueurs. Donc ça ne va pas. C'est pire que tout. Mais ça ressemble quand même à un vœu pieux, parce qu'on voit mal les Israéliens juger les responsables de l'époque en Israël qui ont accompagné le 11 septembre. On va dire, il y a beaucoup de travail avant que ça arrive. Mais non, c'est peut-être pas. Vous savez, ils ont déjà mis un Premier ministre en prison et ça peut revenir. Ça peut revenir. Là, ce qui se joue actuellement en Israël, c'est un combat entre, d'un côté, ce que représente M. Netanyahou, qui est le partisan d'un État colonial au Moyen-Orient, et ce que représente le général Benny Gantz, qui est le partisan d'un nationalisme israélien. Voilà. Bon. Eh bien, vous choisissez l'État colonial ou
ou le nationalisme israélien. C'est deux choses très très différentes. Si Benny Gantz devient Premier ministre, peut-être que l'on verra juger M. Netanyahou et pas simplement pour ses notes de frais. Vous pensez qu'il serait capable de le mettre en accusation pour ce genre de comportement passé? Je dis que c'est une possibilité. C'est une question de regard. Pour le moment, M. Netanyahou est intouchable parce que c'est sa doctrine qui règne. Mais si ce n'est plus le cas, on le considérera comme un citoyen comme les autres. Et alors peut-être, on verra tout ce qu'il a fait. Et parce que vous, qui connaissez bien le dossier, sur l'époque du 11 septembre, vous impliqueriez Netanyahou et est-ce qu'il n'y a pas cette histoire d'Ariel Sharon aussi à cette époque-là? L'histoire, c'est que le Premier ministre israélien est intervenu à la télévision avant le président Bush pour expliquer que c'était... On a été coupé. Est-ce que vous pouvez répéter, oui, parce qu'on a été coupé? Ce que je veux dire, c'est que le Premier ministre israélien est intervenu à la télévision états-unienne le 11 septembre après-midi, bien avant que le président Bush ne prenne la parole. Et il a expliqué à la télévision, bon, d'abord on est solidaire des États-Unis, etc. Bon, mais il a expliqué que les attentats étaient finis. Donc, personne ne pouvait savoir ça à ce moment-là. Personne ne pouvait le savoir. Et donc, pour vous, c'est une gaffe, en fait, ou alors il l'a fait en se moquant éperdument, en sachant qu'il serait au-dessus de... Ça n'est pas une gaffe, puisqu'il n'en a jamais payé le prix. D'accord. Personne ne lui a demandé d'explication, mais c'est pourtant ahurissant. Un Premier ministre étranger qui vient parler avant le président du pays qui est touché par des attentats, en soi, c'est inadmissible. Mais en plus, il vient vous dire, mais les ennuis, c'est terminé chez vous, rentrez, tout va bien, et maintenant, nous devons être alliés. Excusez-moi, c'est quand même... c'est difficile à admettre. Ce monsieur savait quelque chose que le président des États-Unis ne savait pas. D'accord. Alors, il semble que quand même, dans votre parcours en particulier, est-ce que je peux parler de Monsieur Mendès France, puisqu'on a évoqué ça oui. Je peux le couper au montage si vous voulez, hein, ça pose aucun problème. C'est pour vous expliquer c'est pour expliquer et mettre en relief que vous, personnellement, vous êtes ciblé par l'héritage dans l'histoire française du parti colonialiste français, finalement. Vous parliez de Jules Ferry, vous avez beaucoup à reprocher à François Hollande, puisque si on devait faire un procès, vous pensez que François Hollande devrait être jugé pour des crimes commis en Syrie. Et vous, personnellement, vous avez un ennemi... bien sûr. Vous avez un ennemi personnel qui est Mendès France, qui était un de vos amis avant. Et donc, on a vraiment là... Tristan Mendès France. Là, toutes des personnes impliquées dans l'héritage colonialiste français, en tout cas. Oui, suivez. Alors d'abord des ennemis, j'en ai beaucoup, mais donc parmi eux, il y a Tristan Mendès France qui avait écrit un livre sur les expériences du professeur Walter Basson et qui a très justement dénoncé le fait que Yitzhak Rabin, au nom de l'État israélien, ait subventionné les recherches de l'Afrique du Sud pour trouver un virus qui évidemment n'existe pas, mais pour trouver un virus qui ne touche que les... Voilà. Lui, il a dénoncé ça. Pardon ? Ça a été coupé. Que les Noirs, vous vouliez dire... Ça a été coupé, donc est-ce que vous voulez dire que les... Il devait tuer les Noirs et les Arabes. Les Noirs et les Arabes, d'accord. Donc, voilà, je trouve que c'est un très beau travail qu'il a fait à ce moment-là. Nous étions amis. Par la suite, il a évolué. Aujourd'hui, alors que je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais bon, il a mené des campagnes contre moi, tout ça. Bon, je constate qu'il
Il ne veut plus que l'on parle de ce qu'il avait trouvé lui-même, du fait que Yitzhak Rabin voulait faire tuer les Arabes avec un virus particulier. Voilà, je constate l'évolution de sa pensée. C'est tout. C'était à l'époque un travail pour cibler spécifiquement, génétiquement des populations. C'est ça que vous voulez dire? Oui, oui, oui. Oui. Donc, mais en fait, les scientifiques disent que ça paraît absolument impossible à faire. Et alors, vous avez beaucoup d'ennemis comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues spécifiquement? Puisque ça semble vous faire rire, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, c'est ça? Non. Oui, il y en a beaucoup. Là, si on commence comme ça, Ah ouais. il y en a beaucoup. Vous parlez de la France spécifiquement. Est-ce que vous pouvez parler de trois personnages qu'on connaît et qu'on peut, comme ça, on peut voir par contraste ce qui se passe. Est-ce que vous avez deux, trois personnages que vous pouvez nous... Je ne vais pas faire de la publicité à des gens pareils. D'accord, ok, je vois que... Et alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce que on devrait reprocher à François Hollande, puisque vous êtes au cœur de ce qui s'est passé en Syrie, donc vous savez le comportement de François Hollande que la plupart des Français ne connaissent pas finalement. Oui. C'est un homme qui, lorsqu'il est arrivé à l'Élysée, a décidé de reconduire le chef d'état-major particulier. C'est un cas exceptionnel. Même quand il y a une succession d'un président à l'autre qui sont de la même couleur politique, jamais il ne réengage le chef d'état-major particulier de leur prédécesseur. Donc, pourtant, lui a repris le même. Il se trouve que cet homme est un général qui a fait sa carrière dans l'infanterie de marine, ce qu'on appelle, dans la marine, on appelle ça la coloniale. Hein. C'est l'équivalent des Marines aux États-Unis, si vous voulez. Donc, il a connu son heure de gloire en sautant en parachute sur Kolwezi pour sauver les Blancs face aux Noirs. Donc il a un imaginaire très particulier. C'est un homme politiquement tout à fait à l'extrême droite et qui est un lefévriste, c'est un adepte de Monseigneur Lefebvre, vous savez, l'ancien archevêque de Dakar qui voulait que l'Église catholique continue à bénir la colonisation. Voilà, bon... Mais enfin, quand on voit que François Hollande a mis les Femen à l'effigie de la Marianne, on se demande comment un type de l'extrême droite fait. Enfin, ce qu'un type. Quel est son nom d'ailleurs, puisque vous ne le nommez pas? Est-ce qu'on peut savoir de qui il s'agit? Le général Benoît Pugat. Et aujourd'hui, il est chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur. C'est absolument grotesque.